bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire de l'année chez Sony. Voilà. Écoutez, on est le 27 janvier, on a encore le temps de se souhaiter une bonne année. Donc, évidemment, on souhaite à tous les gens qui sont là, et ils sont nombreux. Donc, on est très content avec Paul d'accueillir tous ces gens connectés. Donc, on est ravis. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est un webinaire un peu différent de ce qu'on fait, habituellement. L'idée, c'était de vous soulever un peu le capot de ce qu'on a fait chez Sony au cours de l'année 2025, de se projeter un peu sur 2026. Il s'est passé beaucoup de choses dans notre univers de l'asset management, beaucoup de choses chez Sony en termes de projets, en termes d'acquisition, en termes de développement. Alors, on va être aussi sans filtre, donc ça veut dire qu'on va vous dire qu'évidemment, il y a plein de choses qui ont super bien marché, mais il y a des choses qui n'ont pas bien marché non plus. Voilà, donc on va être totalement transparent pour dire voilà, il y a des choses où on aurait pu faire mieux, où on aurait pu faire mieux, où on aurait pu faire autrement, où on aurait pu faire autrement. L'idée, c'est d'avoir un échange qui soit le plus fluide possible et de vous expliquer un petit peu notre vision à la fois, évidemment, du marché de l'asset management, parce que vous n'avez pas forcément l'ensemble de ces chiffres en tête sur l'univers des sociétés de gestion en France, comment ça fonctionne, comment tout ça est structuré. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, vous connaissez la musique, hein, vous avez un petit onglet en bas à droite qui s'appelle questions avec un point d'interrogation. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et évidemment, on répondra avec Paul à toutes les questions possibles. Bien évidemment, il n'y a pas de tabou, vous pouvez poser toutes les questions possibles et puis donc ne soyez pas timide. Paul, je te laisse avancer, dérouler et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on a fait ça un peu en mode théâtre, hein, parce que c'est vrai que chez Sony, on est très attaché à cette partie théâtre. Hein, et d'ailleurs, on a fait quelques événements cette année autour du théâtre. Il se trouve que dans ma vie, hors de ma vie de Sony, j'ai la chance d'animer 2 compagnies de théâtre qui font des choses très différentes. Et c'est vrai qu'on est très, très ouvert à cet univers-là. Donc, on a bien aimé faire cet univers théâtre autour de ça, parce que c'est un univers qu'on aime beaucoup, dans lequel on est très à l'aise et avec lequel on a plein d'histoires à raconter. Alors, en 2025, il s'est passé quoi? Alors, il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est qu'on a acquis 2 sociétés de gestion, une au mois de février, une au mois de décembre. Donc, au mois de février, on a fait l'acquisition de la société Pléiade Asset Management et on a acheté la société Monvia Capital au mois de décembre. On avait l'année dernière fait l'opération avec une autre société de gestion qui s'appelait SPP Finance. Donc, finalement, on a consolidé 3 sociétés de gestion plus Sony au cours des 2 dernières années dans un environnement qui est évidemment de plus en plus complexe. Ça n'aura échappé à personne. Alors, je vais vous donner juste 2-3 chiffres pour que vous matérialisez un peu cet environnement des sociétés de gestion. Aujourd'hui, il y a 690 sociétés de gestion agréées. Alors, tous métiers confondus, hein, immobilier, private equity, dette privée, actifs liquides comme nous. Donc, c'est un environnement qui est assez riche, mais qui est assez disparate. Aujourd'hui, plus de la moitié de ces sociétés de gestion gèrent moins de 350 millions d'euros d'actifs. Alors, 350 millions d'euros d'actifs, ce n'est pas un chiffre au hasard, hein, c'est globalement le niveau d'actifs sous gestion qui permet à une société d'être rentable, en tout cas de pouvoir faire des choses de façon confortable. Alors, cette taille d'actifs sous gestion minimum pour travailler correctement, elle a considérablement augmenté au cours des dernières années. Nous, quand on a créé Sony en 2009, on gérait 100 millions, on était rentable. Aujourd'hui, ce setup-là, il ne fonctionne plus. Donc, ça veut dire qu'il faut être plus gros, ça veut dire que les coûts de structure sont de plus en plus importants, mais ça vaut pour tous les métiers financiers au sens large, avec des coûts réglementaires qui sont de plus en plus élevés. Donc, cette notion de taille, elle est importante. Et il y a des boîtes de qualité, qui étaient le cas de Pléiade et Monvia, qui à un moment donné n'arrivent plus, voilà, parce qu'ils sont trop petits et qui n'arrivent plus à se développer. Et donc, évidemment, ils cherchent des solutions. Alors, nous, on est souvent là, on nous propose beaucoup de choses. Et nous, l'objectif de ces acquisitions, il est toujours double. Le premier, c'est d'aller chercher des expertises en termes de gestion qu'on n'avait pas forcément chez Sony. Donc, l'idée, ce n'est pas d'empiler des expertises déjà existantes, c'est d'aller chercher des expertises qu'on n'avait pas ou d'aller chercher des typologies de clients qu'on n'avait pas forcément. Et quand on arrive à mixer les deux, finalement, on est assez content. Et on est assez content d'accueillir d'ailleurs les équipes des sociétés qu'on achète dans l'environnement Sony pour leur apporter évidemment l'ensemble du cadre, qui est le cadre qui est un cadre réglementaire. Aujourd'hui, Sony, ça gère 1,3 milliard d'euros d'actifs. Et donc aujourd'hui, on a ce cadre réglementaire, on a cette solidité financière qui fait qu'on peut accueillir ces gens qui vont nous apporter des choses complémentaires, qui vont apporter à nos clients, distributeurs, CGP, petits institutionnels, banquiers privés, des activités complémentaires. Souvent, ces gens sont déjà connus, ont déjà une vraie visibilité et leur apportent finalement un petit supplément d'âme et pour essayer de continuer de développer tout ça et d'étendre la gamme de Sony
parce qu'au bout de compte, on va également voir qu'aujourd'hui, je ne vais pas commencer par la conclusion, mais si on devait résumer, Sony, c'est une société de service qui, il se trouve, adresse des produits financiers pour des typologies de clients qui vont du client particulier lambda aux institutionnels. Et donc, pour pouvoir adresser l'ensemble de cette typologie de clients très différentes, il faut avoir effectivement une offre qui soit élargie et pouvoir faire des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on avait historiquement dans l'ADN de Sony, qui était un ADN plutôt obligataire. Donc Pléiades, c'était un ADN très tech, très US, très cloud, parce que c'était un fonds qui s'appelle Sam Cloud Revolution. Et puis Lonvia, avec un gérant très expérimenté qui s'appelle Cyril Carrière, qui est un garçon formidable, qui a eu un track record exceptionnel quand il travaillait chez Groupama. Et le fait d'avoir acquis ces deux activités-là, c'est des activités qu'on n'avait pas chez nous sur l'hypercroissance européenne et qu'on n'avait pas sur la tech US non plus. Donc, ça vient élargir le cadre de fonctionnement de Sony et dans ce qu'on a bien réussi à faire, finalement, vous allez voir que ça nous a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça, c'est sur la partie acquisition. C'est riche, ça a été riche. On verra en 2026 si on en fait d'autres, mais ça sera dans la conclusion. Mais en tout état de cause, on sait accueillir ces gens-là. Quand je les vois dans le bureau juste à côté, ils ont l'air souriants, ils ont l'air d'être contents d'être là. Et donc, on leur apporte finalement un supplément d'âme par rapport à cela. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit également que ce qui a fait défaut à ces sociétés-là à un moment donné, c'est quand vous êtes monoproduit, monosecteur, monoclasse d'actifs, et que ça ne fonctionne pas forcément bien parce que ce n'est pas à la mode, parce que ce n'est pas le bon moment, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus. Donc, il y a de nouveau une prime très importante à la diversification, parce que c'est ce qui vient solidifier les actifs d'une société de gestion. Et aujourd'hui, chez Sony, cette diversification, elle est extrêmement importante. Et c'est un des moteurs de la réussite de Sony au cours des dernières années. Quand on rentre dans ce qu'on faisait déjà et ce qu'on faisait déjà bien, là où on était très bon l'année dernière, c'est sur 3 de nos fonds qui sont Sony North America, Sony Alpha Club et Sony Manager. 3 choses assez différentes. Sony North America, c'est un fonds qu'on avait lancé il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui a eu des performances remarquables l'année dernière, malgré un effet dollar qui n'aura échappé à personne. Pour ceux qui auraient vécu sur Mars l'année dernière, l'euro versus le dollar, ça a perdu globalement un peu plus de 13%. Et la performance de North America sur l'année dernière, c'est autour de 8. Donc, globalement, faire 8 de perf avec un dollar qui fait moins 13, c'est une vraie jolie performance. Mais surtout, au-delà de la performance, là, on est très content sur Sony North America. C'est ce qu'on a expliqué aux gens depuis le début et le côté pédagogique de ce qu'on voulait faire avec ce fonds-là. Voilà, on ne voulait pas faire un fonds benchmarké sur de la tech, sur des méga caps, on a essayé de faire des choses différentes. Ça a bien marché, ça a bien pris. C'était un vrai outil pour nous de diversification, à la fois pour nos clients, à la fois pour nos distributeurs, et puis pour ceux que ça pouvait intéresser. Et le fait d'avoir travaillé cette thématique des dividendes aristocrates d'un côté et d'autres thématiques de l'autre faisait un fonds assez différent par rapport à ce qui existait déjà. Et l'autre objet également d'une société de gestion, si c'est pour faire le énième fonds qui ressemble à d'autres fonds en ayant la prétention de dire non mais vous allez voir, ne vous inquiétez pas, nous on va être meilleurs. Bon, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Il faut essayer de chercher des choses différentes ou alors de capitaliser sur des choses qui ont fonctionné pendant de très nombreuses années. Et à partir du moment où on a capitalisé sur cette expertise, on arrive à faire des choses un petit peu différentes. Donc, Sony North America, c'est vraiment nos grosses satisfactions de l'année dernière, un gros succès qui ne se dément pas d'ailleurs depuis le début de l'année. On voit que ça fonctionne très bien. Et on voit bien que finalement, le fonds aussi a trouvé un peu son public. On a de la collecte un peu tous les jours, donc on est assez content. On aura l'occasion d'en reparler un peu tout à l'heure sur 2026 pour remettre une petite piqûre de rappel sur cette partie-là, parce qu'on pense qu'on a trouvé la bonne manière de faire les US et surtout avec la bonne personne. Voilà. Donc, c'est un garçon qui s'appelle Eric Lafrenière, un gérant canadien, qui est un type délicieux. Ce n'est pas parce qu'il est canadien qu'il est délicieux, mais en tout cas, il commute les deux. Donc, on est assez content et les résultats ont vraiment été formidables. Je vais sur Manager et après, je reviendrai sur Alpha Club. Manager, c'est le fonds historique de Sony. Voilà, c'est un fonds small et mid cap qui est PE à PME, donc avec des petites capis. C'est un fonds qui est le plus long track de l'histoire de Sony, puisque c'est un fonds qu'on a créé en 2011. La performance de l'année dernière a été super. Sébastien a fait un super boulot. On a profité effectivement de ce petit engouement qui est un peu revenu sur cette classe d'actifs. C'est un fonds dont on avait assez peu parlé les années passées, parce que nous, on n'était pas trop dans le délire de dire, comme on l'a pu l'entendre beaucoup, mais vous inquiétez pas cette année, alors en 21, en 22, en 23, en 24, je vous rappelle, pour ceux qui ont oublié, c'était à chaque fois l'année des small caps. Donc voilà, donc on n'a pas participé à cet emballement commercial de dire mais c'est l'année des small caps, on sait bien que c'est un peu un des défauts de notre univers aujourd'hui, c'est souvent la méthode Coué. Voilà, l'année des small caps, c'est quand ça marche. Voilà. Et là, l'année dernière, ça a bien marché. Et on voit aussi qu'on est dans la continuité aujourd'hui, et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est-à-dire quand on parle de small cap, on se rend compte que
quand ça fonctionne, sur une séquence qui est relativement longue, pour finalement que le marché valide qu'il y a un intérêt pour revenir sur les small caps, on se rend compte que cette séquence de hausse sur les small caps, elle peut durer très longtemps. On l'a vécu de 2011 à 2017. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que je pense que ça apporte de la visibilité. On a bien travaillé là-dessus, on a une vraie expertise, on a une vraie légitimité, les résultats sont très bons. Et donc ça, c'est un vrai sujet dont on pourra reparler également sur 2026. Et puis le troisième fonds qui a très bien marché, c'est Sunny Alpha Club. Alors là, je vais faire un mea culpa parce que je vais m'auto-flageller. Il y a un truc qu'on n'aime pas historiquement chez Sunny, c'est les fonds patrimoniaux, les fonds flexibles. Enfin, moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Je trouve que ces fonds-là sont souvent très déceptifs. Ça ne fonctionne jamais quand on a envie d'envisager. Et puis surtout, je ne vais pas dire qu'il y a trompé sur la marchandise, mais on est toujours un peu perdu sur on a acheté un truc en pensant que si le marché tape un peu plus fort, ça va résister, mais on va prendre quand même la hausse. Bon, on s'aperçoit de l'expérience qu'à la fin, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et parce qu'en fait, les fonds flexibles, vous allez voir, c'est un 0-100. Bon, 0-100, c'est à la télé, ça n'existe jamais. Voilà, c'est toujours un 60-40 ou un 40-60. Et voilà, et on est très content qu'on a fait le 38 versus 40 ou 62 en termes d'exposition versus 60. Mais la réalité, c'est que c'est assez peu existant. Sunny Alpha Club, c'est un fonds qui, au départ, était dédié uniquement aux clients privés de chez Sunny. Donc, c'est un fonds qui est gros en termes de taille aujourd'hui. C'est un fonds qui fait plus de 70 millions. C'est un vrai fonds flexible. Alors, moi, je déteste ces fonds-là, donc je me tords le bide pour vous expliquer ce qu'on a décidé de faire. C'est qu'en fait, les pertes de ce fonds sur les 5 dernières années, elles sont dingues. L'année dernière, elles sont très bonnes. Et c'est un vrai 0-100 en vrai. C'est-à-dire qu'au minimum, il était investi à 5% en actions, au maximum, il était investi à 95%. Alors, vous voyez, même moi, je fais un abus de langage. C'est un 5,95 si vous voulez. Mais au bout du compte, c'est un fonds qui est géré par Eric Grelier, qui est le patron de l'équipe de gestion chez moi, mais qui est également le boss de la partie gestion privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un gérant doit rendre des comptes à un client privé à un moment donné, je trouve que c'est un élément assez différenciant quand on décide de prendre des risques, ou surtout quand on doit à un moment donné, et ça c'est votre métier au quotidien, faire le service après-vente, passez-moi l'expression, auprès d'un client final. Ça oblige à faire attention quand on prend des risques. Ça n'empêche pas d'en prendre. Hein. Notre métier, c'est aussi d'en prendre. Mais d'en prendre avec peut-être un niveau de mesure qui est un peu supérieur à ce qu'on ferait si effectivement on le faisait de façon totalement naturelle, sans avoir jamais vu un client de sa vie. Ce qui est malheureusement parfois le cas de beaucoup de gérants d'actifs, ou en tout cas beaucoup de gérants de fonds. Ils n'ont jamais vu un client de leur vie, donc finalement ça marche, c'est super. Ça ne marche pas, c'est super aussi. Donc ce fonds-là, il a très bien marché. Les pertes sont extraordinaires. Eric, il a fait un super boulot l'année dernière et au cours des 5 dernières années. Donc on a décidé de le remettre sur le devant de la scène pour vous expliquer ce qu'on fait. On ne va pas le pousser plus que ça. On va dire, voilà, ce fonds, il est super. On sait pourquoi. Il s'adresse à des clients particuliers chez Sunny, en cœur de portefeuille. Donc, si c'est bon pour nos clients, si c'est bon pour nous, on peut imaginer que ça peut être bon pour vous. Et puis, le troisième point de ce qui a très bien marché, alors là, tu veux aller sur les paires directement. Alors, on regarde des paires d'Alpha Club, c'est vrai que les paires 25, on a fait 12%, autour de 12%, ce qui est formidable. Sur 5 ans, plus de 50% de pertes. Donc, ça fait une sacrée jolie perf annualisée. Alors, on voit les pertes de North America qui ont été très bonnes l'année dernière, qui sont très bonnes aussi depuis le début de l'année. Donc 3,52 perf avec un dollar qui est aujourd'hui à 1,19, c'est vraiment chouette. Voilà, ça, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est une de nos déceptions de l'année. Puis manager, on a gagné 26%, 25%. On fait quasi 4 depuis le début de l'année, c'est assez formidable. Multicap, je ne vous en parle pas, c'est un fonds qui est dédié pour nous, pour nos clients privés. Donc, ce n'est pas un fonds qui est référencé chez les assureurs aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un sujet, donc on n'a pas besoin de revenir dessus. Si vous revenir juste sur le point d'avant, voilà. Le troisième point qui a. Alors, c'est notre plus gros succès de l'année. On l'a mis à la fin de ces 3 derniers points. C'est tout ce qui est gestion sur mesure. Un des éléments qui a beaucoup changé chez Sunny au cours des dernières années, c'est qu'on a déployé une vraie business unit autour de tout ce qui est gestion sur mesure. Donc, on a créé des fonds dédiés, que ce soit pour des particuliers, pour des CGP, pour des petits institutionnels, pour tout un tas de typologies de clients, avec un objet premier, c'est de dire l'univers dans lequel on est de plus en plus compliqué, à la fois en termes de gestion, mais aussi en termes administratifs. Faire des arbitrages, ça prend du temps, faire des arbitrages, c'est compliqué, à fortiori quand on travaille avec plusieurs assureurs, avec plusieurs clients, et ainsi de suite. C'est vrai que cet intérêt des fonds dédiés ne s'est pas démenti au cours des années dernières, au cours des années d'avant. C'est vrai que c'est un sujet qui a extrêmement bien marché chez nous parce que le fait d'être une société comme Sunny, très agile, très indépendante, très à l'écoute des clients, avec un vrai travail en mode collaboratif pour bien essayer de faire coller la réalité de ce que vous souhaitez faire pour vos clients et la réalité de ce que nous, on est capable de faire en termes de gestion, avec une responsable de cette activité qui s'appelle Anouchka, qui est une fille formidable, qui a une vraie bonne connaissance de ce qu'on peut faire pour les clients. C'est un sujet qui a extrêmement bien marché.
qui continue de bien marcher. On a beaucoup de demandes. Alors, on ne fait pas tout. On ne décide pas de répondre à toutes les demandes de façon positive. On étudie chacun des dossiers pour savoir ce que vous avez envie d'en faire, si ça colle avec la réalité de ce que nous, on a envie de travailler, de la manière dont on a envie de le faire. Mais ça, on y reviendra parce qu'on aura l'occasion de refaire un webinaire sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est un élément qui a beaucoup évolué chez Sony. Cette activité-là, elle gère un peu plus de 300 millions aujourd'hui, ce qui est beaucoup. Et elle dérive effectivement avec de la gestion sous mandat, avec de la gestion de feed, parce que les gens qui sont chez nous, qui sont très contents de l'activité des fonds dédiés que l'on gère, bah, évidemment, quand ils ont la capacité de faire un mandat ou de faire gérer un feed, bah, autant le faire avec ceux avec lesquels vous êtes très à l'aise, avec lesquels ça a bien fonctionné. Et je pense que cette partie-là, c'est vraiment l'apanage des sociétés de gestion indépendantes. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, vous ne pourrez pas le trouver chez un énorme gérant américain ou chez une énorme banque ou autre chose. C'est vraiment l'apanage de la gestion indépendante, de la gestion agile, de la gestion ultra flexible de ce qu'on est capable de faire et du fait qu'on est agnostique, mais qu'en plus, et c'est aussi les raisons pour lesquelles on a fait Pléiade, pour lesquelles on a fait Mondia, pour lesquelles on a créé North America, c'est qu'au bout du compte, on a une palette d'outils à notre disposition qui est extrêmement important, à la fois en termes de gestion, mais aussi en termes marketing, en termes d'exécution. Donc, globalement, la feuille de route de cette partie-là, elle est extrêmement bien organisée chez Sony. C'est vraiment du fine-tuning, c'est vraiment du sur-mesure. Et ce n'est pas juste un petit ruban rose, un petit ruban bleu. Beaucoup de nos fonds sont très, très différents parce que les besoins exprimés ne sont pas les mêmes, parce que le moment où on rentre ne sont pas les mêmes, et puisque la manière d'interagir n'est pas exactement la même non plus. Donc, alors n'hésitez pas à nous interroger sur ce sujet-là. On a des réponses qui sont extrêmement larges et surtout, on est très arc-boutés, nous, sur un élément qui est essentiel, qui est le retour d'expérience client. Et je crois que dans nos métiers, on a souvent fait défaut sur cette partie-là. C'est-à-dire que dans tous les métiers du monde, on n'a eu que de cesse d'essayer de comprendre le retour d'expérience client, comment le client réagissait, interagissait et ainsi de suite. Et nous, notre univers financier, je ne sais pas pourquoi, peut-être avec un peu trop de prétention, de dire non, mais nous, chez nous, c'est différent. Je ne vois pas en quoi c'est différent. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, le retour d'expérience client n'est pas important. Et ce qu'on fait d'ailleurs quand on travaille avec des gens sur la création d'un fonds dédié ou d'un mandat ou d'un feed, ce que l'on fait très naturellement à chaque fois, et dans un premier temps pour démarrer la relation, c'est de montrer ce qu'on a fait par ailleurs. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleure preuve que l'exemple. Dire voilà comment on a travaillé, voilà comment on a fait, voilà à quoi ça ressemble, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas, avec beaucoup de transparence. Et si finalement dans ce cadre-là, vous vous sentez confortable, après ça déroule et le niveau de satisfaction, je ne vais pas dire qu'il est de 100%, mais honnêtement, si il est de 100% en fait, ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça c'est la picture de ce qui a bien marché chez Sony, les acquisitions, les fonds qui ont été performants et cette partie gestion sur mesure sur une partie plus service. Donc, on verra ce qu'on va en faire en 2026, mais on devrait accélérer là-dessus. Les perfs, tu en as parlé déjà, Paul, tu l'as montré, donc on va pas, on l'a déjà dit. La gestion obligataire, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important chez Sony. Alors maintenant, le pendant, c'est qu'est-ce qui a moins bien marché. Alors, qu'est-ce qui a moins bien marché? Alors, l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire que l'environnement des EPC traditionnels, il est un peu sous pression. Voilà. On disait tout à l'heure en amont qu'il y a des sociétés qui ont du mal à exister, à coexister dans cet environnement. Aujourd'hui, la gestion collective des OPC au sens large est un peu moins plébiscitée par le passé parce qu'elle est, un, plus concurrencée, deux, parce que parfois elle a été déceptive. Voilà. Donc, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Parfois, les performances ne sont pas à la hauteur. Parfois aussi, les discours des sociétés de gestion n'étaient pas à la hauteur. Alors, je ne veux pas dire par là qu'on dit n'importe quoi, mais parfois, on fait des raccourcis de langage, parfois, ce n'est pas évident. Parfois, certains commerciaux, et je ne jette pas la pierre parce qu'on est aussi des commerçants chez Sony, mais parfois, on a un peu trop tendance à être en la méthode Coué. Quand c'est la semaine du blanc, on a envie de vendre du blanc à tout le monde. On balance un discours qui est le discours du parti. Et à un moment donné, je trouve, alors c'est sans aucune prétention, mais je trouve que ça discrédite un peu l'univers dans lequel on est. Parce que je trouve que c'est un peu moins qualitatif et qu'à un moment donné, les gens se détournent de ça assez naturellement en se disant, bon, finalement, on raconte toujours les mêmes salades. L'histoire de l'année des small cap où je taquinais tout à l'heure sur Manager, ça fait 5 ans que la plupart des gens disaient ne vous inquiétez pas, c'est l'année des small cap. Bon, ça ne suffit pas en fait. L'argument n'est pas assez fort. Et puis dire c'est pas cher, ok, ça ne suffit pas non plus. C'est qu'à un moment donné, il faut essayer de prendre un peu de hauteur, essayer d'être un peu transparent. Ce qu'on essaye d'ailleurs de faire aujourd'hui, hein, c'est aussi pour ça qu'on a essayé de faire ce webinaire avec Paul, c'est de dire on va essayer de montrer un peu de transparence sur ce qu'on fait, voilà, et d'essayer de prendre un peu de hauteur. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas bien. Aujourd'hui, les EPC sont concurrencés. Alors, il y a la concurrence des ETF, mais qui est encore, je trouve, assez limitée. Ça dépend des typologies de clients. Dans l'univers des CGP qu'on adresse nous aujourd'hui, les ETF commencent à rentrer dans la bagarre, mais ce n'est pas les actifs publicités. Chez les institutionnels, en revanche, ils prennent beaucoup de place. Et d'ailleurs, chez nous, ils prennent aussi beaucoup de place dans les solutions sur mesure.
Et donc ça, c'est un autre élément qui est important. Cette classe d'actifs, elle existe, elle fonctionne et ça fonctionne bien. Puis après, évidemment, il y a la concurrence des produits structurés. Alors ça, c'est pas nouveau non plus. Sauf que là, ça continue de prendre énormément de place. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas à moi d'en juger. C'est devenu une classe d'actifs à part entière, pour plein de raisons, des bonnes et des moins bonnes. Mais au bout du compte, cet actif produit structuré prend énormément de place dans les allocations d'actifs des clients. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas à moi d'en juger de nouveau. Toujours est-il qu'il y a un peu plus de pression sur les EPC traditionnels. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire des choses un petit peu différentes, ce qu'on a essayé de montrer tout à l'heure avec Nurse America, avec Alpha Club, avec Manager, ou d'aller acquérir des expertises pour essayer de montrer qu'on est capable de faire des choses différentes. Et je pense que sur la durée, ça peut fonctionner. Alors évidemment, les indices ont été portés par toutes les méga caps aux US et ainsi de suite, mais on s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a un peu de dissymétrie dans les indices. Et à un moment donné, quand il y aura un choc de marché, on peut imaginer que les EPC traditionnels vont reprendre un peu de vertu, un peu de valeur. Mais pour ça, il faut être transparent, il faut montrer un peu patte blanche, expliquer ce qu'on fait. Sauf que ça, c'est un autre des trucs qui n'a pas bien marché chez nous, mais qui n'a pas bien marché au sens large. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens à qui on s'adresse, ils ont de moins en moins de temps. On n'a pas le temps de passer une demi-heure sur un fonds. Les gens, ils ont venir, mais Christophe ou Paul, donne-moi 3 arguments, explique-moi ça vite. Et les gens, ils veulent aller toujours plus vite. Alors, c'est aussi la pression de l'univers dans lequel on est qui fait que tout va de plus en plus vite. Je pense que de temps en temps, c'est bien de prendre un peu de hauteur, d'essayer d'y passer un peu plus de temps de façon efficace, plutôt qu'effectivement de vouloir aller toujours plus vite pour essayer de comprendre plus vite. De temps en temps, la rapidité ne va pas bien avec la compréhension. De temps en temps, au-delà de prendre son temps, il faut essayer de prendre un peu de hauteur. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles les fonds sur mesure et la gestion sur mesure fonctionnent de mieux en mieux. Les gens disent, non, mais on va vous déléguer ça, ça va être plus facile. Vous allez nous expliquer, on va comprendre ce qu'on fait, on va savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que ça, c'est un besoin qui est extrêmement important, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on fait pour pouvoir après relater à ses clients ce qu'on a décidé de faire. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est un sujet global, c'est un sujet Sony, mais c'est un sujet d'autres sociétés de gestion. Et donc ça, c'est un point qu'on va essayer de continuer de travailler dans la durée. Ce qui n'a pas marché, c'est la thématique du cloud et du logiciel. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, on a acheté une société qui s'appelle Pléiade. Les résultats n'ont pas été bons. Voilà, la perte de l'année dernière est moche. On fait moins 15 de perte, un peu moins 14. Alors, ok, d'accord, le dollar fait moins 13, mais si le dollar faisait moins 13, moins 14, ça fait 0. Si le dollar était à 0, le franc fait 0 de perte, alors que le Nasdaq fait plus 20. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage. Ce fonds, il nous semble d'ailleurs encore aujourd'hui, que la thématique du fonds autour du cloud et de l'univers du software, c'était une thématique qui était une thématique de très long terme. Et on avait pensé de façon assez naturelle, et on s'est trompé d'ailleurs, que globalement, dans un cycle d'hypercroissance technologique, ça marche toujours de la même manière. Dans un premier temps, il y a un cycle d'hypercroissance sur la partie hardware et dans la partie structuration. Parce que vous ne pouvez pas coder des logiciels si la partie hardware, donc semi-conducteur, tout l'environnement, l'écosystème NVIDIA et autres, toute la partie hardware, s'il n'y a pas cette structure hardware, vous ne pouvez rien plugger dessus. Donc, l'hypercroissance démarre toujours par une accélération de cette activité hardware. Et dans un temps numéro 2, une fois que cette activité elle est mature, ce socle est mature, on va sur quelque chose qui est un petit peu différent. Et donc, on va plugger des applications, des applicatifs et autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, on pensait qu'en 2025, il y avait cette maturité du hardware et qu'on allait passer à autre chose avec plutôt des fonctionnalités et avec l'IA, que ça allait rajouter des choses complémentaires. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La partie infrastructure a continué d'accélérer parce que peut-être que nous, on avait été un peu trop moins visionnaire, en tout cas sur la partie, ça y est, le hardware, ça suffit. Non, on s'aperçoit que les besoins de structuration, de semi-conducteurs, de puces et autres continuent d'être extrêmement importants. Donc cette partie a encore, avec des perfs spectaculaires, trusté l'ensemble des meilleures performances boursières. Et cette partie logicielle, finalement, et le cloud au sens large, ont été un peu délaissés en disant, bon, on verra après. Et puis, évidemment, il y a des doutes sur l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, évidemment, cœur, majeur, sauf qu'on a du mal encore à faire le lien entre qui vont être les gagnants de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils seront nombreux, pas nombreux? Est-ce que finalement, les méga caps, les Google et autres qui vont prendre toute cette manne-là? On n'en sait rien aujourd'hui. Nous, on continue de croire qu'à un moment donné, la partie soft et l'univers du cloud va reprendre un peu des couleurs et on peut imaginer qu'à un moment donné, cette partie-là va avoir des performances un peu meilleures. Et en tout cas, ce qu'on peut s'accorder là, c'est qu'évidemment, le fonds Cloud Revolution, c'est un fonds qui n'est pas du tout benchmarké, qui n'est pas du tout Nasdaq compatible. Voilà, il n'y a pas les Max 7 à l'intérieur, ce n'est pas l'idée du sujet. Et donc, on pensait que la techno allait revenir à ce moment-là et que les perfs allaient revenir là. Ce n'a pas été le cas. On continue de travailler sur le sujet parce qu'on pense que quand on regarde la valorisation de cet univers cloud et logiciel, honnêtement,
C'est étonnant. Les résultats des boîtes sont bonnes, les résultats des boîtes sont bons. En revanche, la réalité boursière ne l'est pas. Donc, il y a aussi une décorrélation par rapport à ça qui n'a pas joué en notre faveur. Donc, on va continuer de travailler là-dessus parce qu'on a des investisseurs en nombre important. On va essayer de voir si on peut arriver à faire quelque chose. Et puis, la dernière chose qui a moins marché, alors là, c'est un peu schizophrène parce que, évidemment, l'ADN historique de Sony, c'est les obliges. Voilà, on est très fort sur les obligations. On fait beaucoup de fonds dédiés aussi obligataires. Et c'est vrai qu'il fallait prendre beaucoup de risques sur les obliges pour gagner beaucoup d'argent. Et nous, naturellement, on a été un peu moins on a pris moins de risques. Voilà, on a essayé d'être un peu plus sécure. Donc, les perfs ne sont pas abominables. Hein. On a gagné sur nos fonds obligataires entre 3 et 5%. Donc, il y a des fonds qui ont gagné beaucoup plus d'argent en prenant un niveau de risque qui n'était pas le niveau de risque qu'on avait envie de prendre. Voilà, on ne voulait pas se surexposer par rapport à ça pour ne pas créer effectivement un sentiment déceptif si effectivement les spreads de crédit s'écartaient, s'il y avait un petit choc de marché. Donc, on a été trop prudent. Bon, c'est comme ça. On ne va pas se refaire non plus. Et en se disant que par ailleurs, dans une allocation d'actifs, d'avoir un côté peut-être un peu plus prudent sur l'obligataire, ça pouvait servir. Bon, ce n'est pas ce qui s'est passé au sens large. Et puis à côté de ça, on avait des compétiteurs. On parlait de produits structurés tout à l'heure, des compétiteurs qui ont émergé avec des produits structurés à capital garanti, qui ont trusté une grosse partie de la collecte qui arrivait chez nous naturellement historiquement. Et là, il y a un sujet, hein, parce qu'au bout du compte, cette partie capital garanti, quand on regarde d'un peu plus près, alors on est critique, hein, parce que les capital garantis à 12 ans, ça nous semble être un peu une aberration, parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'un actif obligataire, il est évidemment, sur une durée de 12 ans, on peut imaginer qu'il est garanti s'il n'y a pas de défaut. Donc, on est un peu mal à l'aise avec ça, mais ça mange une partie de notre collecte. En revanche, ce qui continue de bien marcher sur l'univers obligataire, c'est la partie fonds datés, ça continue de bien marcher. On est assez content de cette partie-là. Et on y reviendra tout à l'heure dans ce qu'on envisage en 2026. Paul, je t'ai perdu. Je suis là. Tu es là, voilà. Alors, nos partenaires assureurs avec qui on travaille, voilà, on travaille à peu près avec tout le monde. Alors, ils ne sont pas classés par ordre d'importance, mais on a mis en haut les 4 sur lesquels, on parlait de gestion sur mesure tout à l'heure, les 4 sur lesquels on a souvent le plus de demandes, c'est Generali, Cardiff, Swiss Life et Plus. On voit bien que c'est les 4 leaders, en tout cas chez nous, sur le marché avec lequel on travaille. Donc voilà, on a d'excellentes relations avec tous ces assureurs, bien évidemment. Et donc, c'est ce qui nous permet aussi de continuer à développer cette activité de gestion sur mesure. Paul, je te laisse continuer. Bon, dans cette idée, du coup, de vous faire un bilan en toute transparence sur l'année 2025, on trouvait ça intéressant de vous montrer aussi notre point de vue, nous, en tant qu'asset, plutôt que de parler que de gestion, de vous parler aussi un petit peu de comment on entretient les relations partenaires et tous ces déplacements qu'on essaye de faire avec Christophe. Donc là, ce que vous voyez, c'est la vision de l'année 2025 dans son ensemble. On a 2 typologies de leviers pour justement entretenir ces relations. La première, c'est la partie digitale. Les webinaires comme on fait aujourd'hui, qui sont des points de rencontre qu'on essaie d'entretenir le plus possible. Donc, on a réussi à en faire 12 sur l'année 2025. Alors, si on prend les vacances et les périodes de creux comme ça, c'est vrai qu'on a réussi à en faire plutôt en moyenne 2 par mois quasiment, puisqu'on suit le mois d'août et décembre et autres. Donc, on est vraiment satisfait de ça. On va continuer sur ce rythme-là sur l'année 2026. C'est un vrai bon moyen pour nous d'entretenir et de communiquer avec vous sur nos actualités et tous les différents projets qu'on essaie de mener à bien. Et la partie terrain, donc là, la partie terrain, ce que vous voyez, c'est juste l'équivalent de Christophe et moi. Donc, je crois que j'en ai peut-être même oublié quelques-uns, mais on est à plus de 60 événements couverts sur l'année 2025. Donc, ça, c'est vraiment les événements avec au minimum une dizaine de personnes. On ne prend pas tout ce qu'on fait, les déplacements habituels quand on va juste vous voir en rendez-vous. Et sur ces 60 événements, on a plus de 36 qui ont été organisés en propriétaire. Alors, propriétaire, on a petite dédicace à nos amis de Extend AM, avec qui, effectivement, on a organisé beaucoup de dates sur l'année 2025. On va recontinuer sur l'année 2026. Pour l'anecdote, Extend AM, c'est une société d'hôteliers, d'investissement hôtelier dans le non-coté. Et c'est donc Jean-Marc Pallon qui a créé cette société-là, qui est un des associés fondateurs de Sony AM. Donc c'est pour ça, c'est un peu nos cousins. On a un lien familial avec eux. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir organiser ces événements-là ensemble. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça représente, les relations partenaires aujourd'hui, en 2025 et en 2026. On va essayer de continuer de développer tout ça. J'ai été déconnecté. Non, c'est bon, on t'a retrouvé.
Voilà, donc ça c'est le bilan 2025 sur la partie commerciale. Ensuite, si on passe sur les projets 2026, alors comme vous le voyez ici, on a une image plutôt américaine des projets de 2026 pour de bonnes raisons. Alors comme disait Christophe, Sony North America, ça a été un vrai succès sur l'année 2025. Je vous ai remis juste comme ça un slide sur le fond, parce qu'il est encore pertinent complètement en ce début d'année quand on voit le très bon démarrage qu'il fait, quand on voit la situation actuelle aux États-Unis. Il a une stratégie qui est idéalement positionnée par rapport à l'environnement qu'on a actuellement sur les fonds américains. Et pour rappel, donc on a cette poche stratégique qui est située à gauche, qui est sur les dividendes aristocrates. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce fonds. La stratégie que Éric Lafrenière a mis en place il y a plus de 20 ans maintenant sur les dividendes aristocrates. Et donc, les dividendes aristocrates, ce sont des sociétés, c'est des valeurs refuges sur les marchés américains. C'est des sociétés qui ont la capacité d'augmenter leurs dividendes chaque année depuis plus de 25 ans. Donc, nous, on prend une tranche de 15 ans pour avoir un univers d'investissement le plus large possible. Mais voilà, on est sur des sociétés extrêmement robustes qui sont plutôt de qualité défensive et qui permettent de résister dans les périodes de baisse, en fait, les périodes de choc. Donc, c'est vrai qu'on a des marchés assez hauts actuellement. On en parle depuis même toute l'année dernière. Ça fait peur de rentrer sur les marchés américains et on remarque que pour nos partenaires, c'est un positionnement idéal pour justement rentrer sur les US, qui reste encore une fois le plus gros marché avec les plus grosses sociétés et un marché qui prouve chaque année ses performances. Et là, c'est un bon compromis pour justement aller se différencier des méga caps habituels de la tech et d'avoir justement une base assez défensive dans la stratégie du fonds. Et en parallèle, on a une poche multithématique pour justement dans les périodes plus bull market d'aller chercher un peu plus de croissance et de performance. On peut ajuster de 20 à 70% selon la période. Donc le fonds démarre très bien. On est à quasiment 4% depuis le début de l'année. Donc voilà, on vous invite à continuer 2026 en gardant ce fonds-là dans votre ligne de mire. La vraie nouveauté pour 2026, dont vous allez sûrement beaucoup entendre parler, on a commencé à communiquer dessus déjà depuis quelques semaines, c'est cette nouveauté-là, c'est le premier fonds daté sur le crédit américain de Sony. Donc ça correspond vraiment à toutes ces stratégies dont on vous parle sur justement le développement du bureau US chez Sony avec la partie action. Sur la partie obligataire, c'est vrai que le marché du crédit américain est un marché que l'on regarde tous de France depuis un certain temps, puisqu'on le voit, hein, le spread de crédit est vraiment intéressant. On a beaucoup plus de rendement sur les États-Unis. Et du coup, nous, on avait en tête de monter un véhicule justement pour aller bénéficier de ce rendement supérieur sur les US. Mais on ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'on a préparé ce fonds-là depuis plus d'1 an maintenant, je crois que c'était en janvier 2025, on avait déjà commencé à faire la documentation et préparer la stratégie. Et à ce moment-là, effectivement, le dollar était à la parité et on s'est dit que c'était mieux attendre un timing un peu plus cohérent pour justement aller se positionner sur du crédit américain. Et c'est aujourd'hui qu'on commence la commercialisation officielle. Donc là, le dollar est repassé, vient de reprendre encore un petit coup ces derniers jours avec les dernières actualités, mais on est sur un dollar à 1,19 aujourd'hui. Donc c'est pour nous un positionnement idéal pour aller chercher du crédit sur les marchés US. Je vais vous expliquer juste en 2 mots un petit peu de quoi il s'agit, parce que justement, il y a cet effet devise qui est très, très important dans un fonds comme celui-là. Mais avant ça, la feuille et la photo un petit peu du fonds, ça donne ça. C'est un fonds qui aujourd'hui rapporte 6,5 en rendement actuariel brut, qui est sur une notation moyenne WB. Donc on va vraiment aller chercher les 2 bonnes choses du marché américain actuellement, c'est-à-dire des rendements qui sont encore supérieurs, mais aussi une meilleure qualité d'entreprise. Donc, on peut aller faire ce travail de sélection et de fonds datés que l'on a très bien fait ces 2-3 dernières années, hein, avec la hausse des taux en Europe sur le crédit. Donc, on retrouve justement ce type de portefeuille-là qu'on avait il y a 2-3 ans, qu'effectivement, on a tendance à perdre depuis cette baisse des taux et qui font que nos partenaires sortent progressivement des fonds datés européens et qui font qu'on a vraiment ce relais sur les US qui s'est créé avec une Fed qui a attendu avant de démarrer sa phase d'assouplissement
et qui continue justement de temporiser en ce moment avec, comme vous le savez, Jérôme Powell et Donald Trump qui sont d'ailleurs en désaccord sur cette baisse des taux. Mais voilà le portefeuille que ça donne, un portefeuille avec une forte granularité, avec une centaine d'émetteurs pour diversifier au maximum le risque. La stratégie du portefeuille, c'est celle qu'on a l'habitude de faire chez Sony sur la partie répartition du risque notation. Donc là, c'est le graphique d'en haut à droite. Donc, comme vous pouvez le voir, nous, quand on parle d'une notation moyenne, en fait, on a une notation qui est principalement sur cette notation moyenne-là. Donc, on est vraiment sur du W. Pour se diversifier, on va chercher un peu de simple B, mais que du B+, ou du B. On n'a pas de B- dans le portefeuille. Et un peu de triple B également pour aller, encore une fois, chercher une répartition sectorielle la plus diversifiée possible. Point important sur ce fonds-là à noter, c'est qu'on achète de la dette sur le marché américain, mais des sociétés internationales peuvent émettre sur le marché américain. Donc, on a un quart du portefeuille qui est composé de sociétés européennes aussi, et ça permet d'avoir une diversification aussi du risque pays. Dans un fonds comme celui-là, on n'est pas exposé uniquement aux sociétés américaines. Le vrai, ce fonds-là, c'est la devise. Donc, en fait, on va chercher avec un investissement comme le Sony US Corporate 31, vraiment un positionnement sur le dollar. C'est vraiment ça qu'on propose avec un véhicule comme celui-là. Donc, celui-là, cette stratégie-là, on a fait divers scénarios pour essayer d'évaluer justement les scénarios de change entre l'euro et le dollar. Ce que ça donne aujourd'hui, c'est un portefeuille qui est autour des 5,5 net, si on enlève les 1,20 de frais de gestion, donc 6,5. Le dollar aujourd'hui, il est repassé à 1,19, mais là, on a fait des slides, il était plutôt autour des 1,16. Si on a une variation du dollar à échéance, on redescend autour, par exemple, de 1,30, le rendement va forcément être atténué par cette effet de devise, mais c'est aussi un moteur de performance complémentaire. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, et c'est pour ça qu'on a attendu avant de lancer ce fonds d'être sur un dollar qui nous semble atteindre un niveau plateau. C'est que si le dollar repart à la hausse, ça va effectivement faire gonfler le rendement. Donc, on a des simulations de rendement ici. Vous voyez, s'il part à 1,10 ou à 1,05, on est sur du 6,5, 7,5 net de rendement actuariel annuel. Donc, le jeu, il est vraiment là-dessus. Pour rappel, c'est un fonds qui est totalement liquide, qui est sans frais d'entrée, sans frais de sortie. Vous avez une VL quotidienne. Donc, vous pouvez vraiment être maître de ce jeu de la devise et de voir justement les que ça peut donner sur le portefeuille et d'ajuster justement le moment de rentrer pour en bénéficier. Et on pense aujourd'hui que justement à 1,19, on est encore une fois sur des niveaux assez intéressants pour aller renchérir un petit peu l'exposition dollar dans les portefeuilles de vos clients et des investisseurs français qui, encore une fois, n'ont pas vraiment d'autres solutions aujourd'hui en assurance vie pour aller se positionner sur du dollar. Au contraire, les seules solutions qui existent pour investir sur le dollar, c'est vrai que c'est toujours pour les marchés actions, c'est toujours très benchmarké justement sur ces méga caps, tech et autres. Donc, c'est très volatile. Et là, on propose du coup une solution pour aller justement avoir un peu de dollars mais à travers de l'obligataire qui est quand même rassurant avec un coussin de protection, avec un portage qui permet d'être plus sécurisé, du moins que sur des portefeuilles actions purs. Pour résumer, du coup, l'intérêt vraiment de ce fonds, c'est le premier, c'est d'aller chercher ce rendement, ce spread de crédit qu'on retrouve sur les marchés US, qui est aussi du coup d'aller chercher des entreprises de meilleure qualité que ce qu'on peut faire actuellement sur les marchés européens. Le deuxième moteur de performance potentiel, c'est l'effet devise. Encore une fois, aller se positionner sur un taux de change qui aujourd'hui autour des 1,19, c'est une idée qu'on trouve pertinente pour aller jouer. Et le troisième moteur de performance, c'est les taux directeurs. Donc, c'est cette banque centrale américaine qui est en train de démarrer une phase d'assouplissement. Et comme on l'a connu en Europe 2023, 2024, même 2025, quand les taux baissent, les taux directeurs baissent, ça permet de faire un gain en capital sur les obligations qu'on a dans les portefeuilles, donc d'avoir une performance, un petit boost de performance supplémentaire sur les fonds datés. Donc voilà, ça c'était vraiment la dernière actualité pour démarrer 2026 au niveau des produits qu'on a lancés courant 2025. Donc c'est North America et le fonds daté US Corporate 31. Et Christophe, je te redonne la main pour parler sur le reste des projets 2026.
Ok. Non, c'est vraiment enfin, ce qu'on a fait sur Sony US Corporate 31 qui a bien expliqué Paul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée des fonds chez Sony, c'est pas pour se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on crée des fonds en imaginant qu'on va trouver un public qui va être intéressé soit pour une thématique, soit par quelque chose de différenciant par rapport à ce qui existe déjà. Et c'est vrai que la question nous a souvent été posée sur les obligations US en disant, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plus de rémunération sur les obligations US que sur les obligations européennes. Et comment on peut faire pour jouer ça? Et l'autre explication, ce qu'on nous a souvent demandé, c'est de dire finalement comment on peut avoir une exposition de dollars dans les portefeuilles de nos clients particuliers sans pour cela s'exposer à la volatilité des marchés des actions US. Alors, il n'y avait pas de solution jusqu'à présent. Faire un fonds US Corporate 2031, ça apporte une grosse partie de la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, vous êtes investi, et c'était l'objet de ce fonds, donc c'est investi évidemment sur la devise dollar, sans couverture aucune. L'idée, c'est de ne pas couvrir le risque de change pour bénéficier à plein de l'évolution de la devise. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la plupart des portefeuilles des clients particuliers européens sont très peu exposés à la devise au travers de l'univers obligataire, alors que c'est un univers qui est ultra protecteur. Quand on voit si c'est le taux pour du WB en moyenne, si c'est le taux en Europe aujourd'hui, ce n'est pas avec du WB. C'est avec une notation beaucoup, beaucoup plus faible et donc un niveau de risque beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, on a un vrai coupon, autour de 6,50. On a un vrai moteur qui est un moteur de baisse des taux potentiels. Donc, c'est les deux moteurs historiques pour gagner de l'argent sur l'univers obligataire. Et puis, en plus de ça, on a le moteur devise qui, au bout du compte, quelle sera la devise entre maintenant et 31? Globalement, on ne sait rien. On n'a pas la boule de cristal. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie diversification par rapport aux fonds datés en euros traditionnels qui sont déjà très présents dans les portefeuilles et sur lesquels, quand on cherche des arbitrages aujourd'hui, parce qu'il y a un peu moins de taux, un peu moins de jus sur les fonds en euros, enfin sur les fonds datés en euros, là, c'est une vraie solution de diversification. Et d'en avoir à 5 ou 10% d'un portefeuille, ça semble être tout à fait cohérent en termes de diversification, à la fois sur de la devise et sur des actifs obligataires sur lesquels on voit bien, même si le dollar part à 1,40, on est quand même largement protégé par les coupons qui sont plutôt élevés et qui permettent effectivement de lisser cela et d'avoir un fonds qui serait malgré tout positif dans un environnement ultra adverse pour la devise. Donc vraiment, c'est une jolie solution qu'on a bien déployée, on est assez content de l'avoir fait. Alors en 2026, on va faire quoi? En 2026, on va capitaliser sur ce qu'on a déjà bien fait, c'est-à-dire les solutions sur mesure. Donc on va continuer de développer cette activité-là, parce qu'on a des demandes de plus en plus importantes, donc on va les adresser, et on va continuer effectivement de faire du bon travail autour de ça. On va essayer aussi de capitaliser sur ce qui a moins bien marché l'année dernière, donc sur le fonds SamCloud par exemple. On est en train de réfléchir, et ça va répondre à une des questions qui est posée là. On va réfléchir évidemment à élargir la typologie des entreprises à l'intérieur du fonds. C'est-à-dire que ça va être, l'objectif, c'est pas de faire un fonds généraliste avec une première ligne qui sera Nvidia et après les 7 magnifiques, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'aller chercher un peu plus loin de l'univers du cloud, par exemple au travers de l'électrification, typiquement la partie énergie dans l'univers de l'intelligence artificielle, c'est un énorme sujet. Donc, on va travailler cette partie électrification, on va étendre aussi à d'autres thématiques qui peuvent être de l'informatique quantique, qui peuvent être tout un tas d'autres thématiques pour essayer d'adresser de façon encore plus large cette thématique qui nous semble être une thématique totalement centrale sur la partie technologie US. Donc ça, c'était un vrai sujet. Et puis la gestion croissance, ça va être aussi sur la partie européenne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au mois de décembre, on a acquis la société Novia avec un garçon qui s'appelle Cyril Carrière, qui est un gérant ultra talentueux, qui son biais, c'est les actions croissance small et mid cap européenne. Donc c'est un vrai gérant Europe. Et on pense que de la croissance sur les boîtes tech, il peut aussi y avoir en Europe et pas que aux US. Et qu'à un moment donné, dans un jeu de base communicant, on n'est pas à l'abri non plus que cette partie-là fonctionne bien avec des valeurs qui sont moins élevées qu'aux US aujourd'hui. Donc, on peut imaginer que cette gestion de croissance, on va la remettre au bout du jour, parce que Cyril a un track record de sa vie d'avant chez Groupama qui est assez formidable. On va remettre ça au bout du jour pour essayer effectivement de déployer tout ça et d'essayer de faire le plus de choses. Donc voilà. Paul, pour terminer, et après on abrège vos souffrances. Est-ce qu'on va acquérir d'autres sociétés de gestion? Alors, on nous a souvent posé la question. Là, à date, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Si, on le sait. En tout cas, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui nous tirent la manche pour dire, voilà, est-ce que, comme vous l'avez déjà fait 3 fois, est-ce que finalement, d'autres choses ne vous intéressent pas? Si on est amené à faire ça, c'est que de nouveau, ça cochera les cases de ce que je disais en préambule, c'est-à-dire une activité, une classe d'actifs, une typologie de clients qu'on n'a pas forcément chez nous. On ne va pas faire ça avec des gens qui font la même chose que nous, bien évidemment, ça n'a pas de sens. Voilà. L'idée, c'est que si on peut consolider, on va continuer de consolider.
on a évidemment beaucoup de demandes, on a beaucoup de projets. On s'aperçoit que cet univers de sociétés de gestion indépendante se réduit quand même comme peau de chagrin. Hein. On n'est plus qu'une dizaine de sociétés de gestion indépendantes à gérer plus d'1 milliard d'euros, donc c'est assez nouveau. Et l'idée, c'est que bien évidemment, on va être à l'affût parce qu'on vous a parlé beaucoup d'agilité, de flexibilité. Et notre métier aussi, c'est d'être curieux, voilà, de voir ce que les autres font. Et il y a l'asset management en France, il est très riche. Il est très riche parce qu'il a un vrai savoir-faire, parce qu'il y a des vrais gens de très bonne qualité. Ce n'est pas parce que les boîtes ne marchent pas que les gens ne sont pas de qualité. On n'essaye pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, on essaie de réfléchir à savoir si effectivement, dans un environnement différent comme celui, ça pourrait mieux marcher. Jusqu'à présent, ça l'a bien fait avec Pléiades, ça l'a bien fait avec Mondia, ça l'avait bien fait avec SPPI. Ça ne veut pas dire qu'on est c'est un havre de paix et que tout va bien, machin, mais en tout état de cause, on est bien équipé aujourd'hui, à la fois en termes réglementaires, en termes de taille, pour accueillir d'autres gens qui voudraient participer à l'aventure entrepreneuriale avec nous. Donc évidemment, on ne manquera pas de vous solliciter et d'expliquer, en tout cas de vous raconter cette histoire-là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà. Donc écoutez, on est ravis d'avoir. Alors on a un peu dépassé parce qu'évidemment je suis très bavard, mais voilà, on a fait 45 minutes. Voilà, on voulait vous essayer de vous faire vivre un peu de l'intérieur ce qu'est le Sony du jour. Quand on refera ce sujet-là, je pense qu'on en refera un à mi-année pour vous dire voilà où on en est à fin juin, pour voir si effectivement les projets sont matérialisés, si ce qu'on a décidé de faire, ça a bien marché. Il y a des choses sur lesquelles on a encore des idées. Et donc, on fera un point assez régulièrement pour vous donner un petit peu l'envers du décor, essayer de vous faire toucher du doigt un petit peu comment fonctionne une société de gestion. On rentrera peut-être dans d'autres chiffres la prochaine fois, des chiffres un peu plus comptables, des chiffres un peu plus factuels, pour que vous voyez un petit peu les métriques, comment on gagne de l'argent, comment on n'en gagne pas, un petit peu quelles sont les grandes métriques d'un bilan, pour que vous voyez un petit peu chez Sony comment ça peut fonctionner. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra avec Paul. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et passez une bonne fin de semaine, j'allais dire ensoleillée, mais à Paris, il pleut des seaux d'eau. Donc, j'espère que dans vos régions respectives, il fait un peu meilleur que chez nous. Voilà. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Bonne journée.